Voilà, je voudrais inviter Faisal Haneche et Jean-Pierre Maillet à nous rejoindre. Chaque année, la dernière séquence, la dernière matinée de travail des assises se donne pour objet de décaler le regard, de provoquer ainsi une réflexion à laquelle, sans doute, on ne peut guère s'attendre, parce qu'il y a dans ce décalage et dans cette surprise de quoi repartir avec plus de questions que de réponses, et nous savons bien que ce sont les questions qui nous font avancer. La notion d'inclusion implique évidemment son contraire, comme si nous dépensions une énergie considérable dans cette alternance entre l'intérieur et l'extérieur. Faut-il alors s'éloigner du monde pour mieux s'y inclure? Parce qu'il voulait échapper à son destin, Faisal Haneche a décidé un jour de devenir explorateur. Après avoir rallié le pôle Nord en 2012, cet ancien gamin placé à l'ASE vient de rallier le pôle Sud au terme d'une expédition en solitaire et sans assistance de 62 jours, ce qui fait quand même beaucoup plus que celui qui a été en Amérique en 2 jours. Faisal, tu pourrais faire un effort quand même. Alors, heureux de l'accueillir aujourd'hui pour essayer d'analyser avec lui cette étonnante et extraordinaire aller-retour entre l'intérieur et l'extérieur. Et cette analyse prend naissance au cœur d'un dialogue avec Jean-Pierre. Je vous en prie. Merci Michel. Il est des histoires qui forgent le destin, il est des histoires qui forcent le respect. Il est des histoires qui à la fois forgent le destin et forcent le respect. Alors c'est de celle-là que nous allons nous entretenir aujourd'hui. L'histoire d'un enfant qui devient homme au prix des passages obligés, que certes nous connaissons tous, mais surtout au prix d'un parcours difficile. Les quartiers populaires, une scolarité chaotique, les foyers, jalonnent cette enfance et cette jeunesse. Faisal Haneche refuse tout fatalisme et tout misérabilisme, car vous verrez, la vie est belle. Mais il vous dira aussi combien il appartient à chacun d'insuffler les bonnes énergies, de prendre les bons virages, d'oser les décisions, d'accepter de rencontrer l'autre et de faire un pied de nez au destin tout tracé. L'exploration, s'éloigner du monde pour mieux s'y inclure. En proposant ce titre, je n'imaginais pas qu'il allait si bien correspondre à notre invité, quasi viscéralement. L'exploration vient étonnamment répondre à la quête de l'altérité, aux besoins tout à la fois de l'autre et du collectif, au besoin d'être avec, car cet apparent grand solitaire n'en est finalement pas un. Voyage intérieur dans des voyages extrêmes, un genre de voyage initiatique sur le tard pour mieux s'inclure au milieu des humains, en tout cas, la recherche du sens d'une vie, assurément. Alors avant d'explorer les pôles, je vous propose un retour en arrière, là où tout commence. Faisal, bonjour. Bonjour. Alors merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin. C'est au cœur des quartiers populaires de Valence, dans la Drôme, que débute cette histoire singulière, votre histoire. Famille nombreuse maghrébine, dans un quartier où l'horizon ne vous emmène pas encore bien loin, une scolarité que vous subissez comme tant d'enfants, la violence familiale trop souvent, 10 enfants, une mère qui fait ce qu'elle peut, un père qui quitte le foyer familial à l'issue d'un divorce douloureux. Et le travail social entre pour la première fois dans votre vie, la dame en tailleur bleu marine qui va orchestrer votre placement au foyer de l'enfance alors que vous avez 13 ans, et c'est la rencontre avec les éducateurs à la sauvegarde de la Drôme. Oui, c'est ça. Je suis rentré, j'ai mis les pieds dans un foyer, c'était le foyer de l'enfance pour la première fois, c'était en 86 je crois. Et j'ai passé 5 ans plus tard dans un foyer de la sauvegarde de la Drôme. Bon, le séjour de 5 ans, c'était pas régulier, mais c'était la chose vraiment importante durant ces 5 ans, c'est qu'il y avait, j'étais un très mauvais élève à l'école, donc l'aide jeune majeur, ça a été très court. Ensuite, j'avais des éducateurs, surtout 2 d'entre eux, mais un peu plus, qui étaient vraiment très investis dans leur travail. C'était vraiment, pour eux, c'était une... Les repères. Ah ouais, c'était vraiment... ouais, ces deux-là, et c'est eux qui m'ont enseigné le ski, l'escalade, la voile,
la planche à voile, courir, etc. Déjà, ils ont commencé à m'initier au sport. Et lorsque j'ai terminé mon séjour de 5 ans dans ce foyer, j'étais nul à l'école, j'étais une brêle. J'étais un peu agressif, je fumais du chichon, etc., hein, classique. Hein. Mais par contre, j'étais un bon skieur. Je m'en suis pas rendu compte, mais ça m'a beaucoup aidé. Ça... Oui, il est pas... je suis passé par le pôle emploi. Je suis tout de suite après le pôle sud. Alors du coup, c'est la découverte du ski alpin, avec les petites anecdotes assez sympas. Alors c'est la découverte avec les éducateurs, donc sympa aussi, qui vous emmène dans votre première découverte et les débuts d'une passion. Alors, comment on se paye les forfaits? Alors, les forfaits, attention, il y a des éducateurs. Ils l'ont tous fait, ça. Il y a des éducateurs dans la salle. Eh ben, le budget nourriture du week-end, on le rabote un peu. Hein, on achète des pâtes et puis avec le reste, on achète les forfaits pour aller skier. Ça peut servir. Donc on peut continuer à le faire dans les services. Voilà. Et puis vous faites un petit tour, un petit passage vers le social. Ouais. Alors j'ai fait 1 an. Alors d'abord j'ai fait 3 ans comme chaudronnier, un CAP de chaudronnier. Donc on m'a mis dans la poubelle déjà. Et puis quand j'ai eu 18 ans, je voulais m'orienter vers une carrière sanitaire et sociale. Je voulais même être éduc. Hein, on est fou quand on est jeune. Et donc j'ai fait 1 an et ça s'est mal passé pour moi parce que bon, j'avais pas de moyens matériels. J'ai travaillé en centre hospitalier, j'ai fait aide-soignant pendant presque 1 an. J'ai travaillé en centre médico-éducatif, etc., etc. Bon, ça a pas marché. J'ai même tenté l'école d'éducateur à Échirolles, à Lyon. Là, j'ai été refusé, je sais pas pourquoi. Et voilà. Et là, bon. Et après, c'est là, il y a l'armée. L'armée. Ouais. Merci l'armée. Oui. Ouais. L'armée. L'éducateur, l'armée, oui. Ouais, pourtant. Il y a un lien quand même. Il y a un lien, c'est celui de cadrer un peu. Quand on sort du foyer, on est un peu éclaté quand même. Hein. On n'est pas trop adapté à la vie réelle quand on est seul. Je pense que d'autres personnes, quand ils sont en famille, ça va, quoi. Il y a toujours un cadre, le cadre familial. Mais là, par contre, on retire. Les éducateurs à 18 ans, il n'y en a plus après. Ils sont, leurs prestations tarifées ne vont pas aussi loin. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon service national au 152e régiment d'infanterie. Et là, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Je ne voulais pas le faire d'abord. Je voulais être objecteur de conscience et travailler dans un centre hospitalier. Mais je me suis dit, bon, à tant qu'à faire, je fais mon service national, autant le faire bien. Et j'ai terminé sergent, j'ai fait le peloton d'élèves gradés, j'ai été décoré, etc. Et à l'issue de ça, j'avais envie de m'engager. Je voulais m'engager et c'était très difficile à l'époque pour moi de m'engager dans l'armée régulière. Donc j'ai tenté aussi la Légion étrangère qu'on m'a refusé pour, alors là, pour une bonne raison apparemment, hein, parce que j'avais fait un séjour en foyer. Ils ne voulaient pas d'engagés qui ont été dans un foyer parce qu'ils avaient beaucoup de problèmes avec l'autorité. Donc être dans un foyer, ça peut être un handicap parfois. Voilà. Alors après, la vie, elle a suivi son chemin, elle était un petit peu compliquée, un peu la débrouille. Et puis il y a surtout, au cours de ces années, votre première rencontre avec la Scandinavie. Oui. Alors, j'avais 26 ans. C'était avec mon premier RMI à l'époque. Ça s'appelait le RMI, maintenant ça s'appelle le RSA. Et je me suis payé un billet de bus pour aller à Copenhague pendant 1 semaine juste pour voir comment ça se passait. Voilà. Et je pensais peut-être trouver un travail là-bas, mais bon, non, c'était pas réaliste. Donc je me suis dit, je vais revenir, je vais chercher un emploi au Danemark ou en Scandinavie à partir de la France. Et puis il y a cette année 95. Ouais. 1995, une année charnière pour vous, un événement, un retentissement national, tout le monde en a entendu parler. Et cet événement national va venir vous ébranler. Ceux qui se rappellent, c'est Khaled Kelkal qui est traqué à Lyon. On se rappelle à ce moment qu'un homme, cet homme-là, c'est l'homme le plus recherché en France. Le département est truffé de policiers, de gendarmes. C'est au cours de cet événement que vous êtes contrôlé 4 fois en 2 heures. Et là, pour vous, après toute cette histoire, le regard posé sur vous, c'est le trop-plein. Vous prenez en pleine face cet énième rappel que vous n'êtes pas français, mais un petit arabe, un probable délinquant, un possible terroriste même, dans cette résonance difficile pour vous. Bref, le délit de faciès.
Ça vous fait quoi, Faisal? Il se passe quoi dans la tête de ce gamin que vous êtes encore à ce moment-là? Alors, bon, déjà, Khaled Kelkal, c'était à Lyon, hein, il était de la région de Lyon, et moi, je vivais dans le département limitrophe. Donc, c'était toute la région qui était vraiment à cran. Et ben ouais, je veux dire, on atteint un seuil, on ne peut pas tout accepter, quoi. Et moi, j'avais peur de terminer comme une statistique de bavure policière ou un truc comme ça. Là, je me voyais, parce que les contrôles, parfois, étaient faits dans des endroits isolés. Voilà, les mecs, ils me plantaient, et puis, bon, ni vu ni connu, quoi. Et ben, je commence vraiment, il y a vraiment un ras-le-bol. Moi, je commence à stresser, je deviens pas cool. Et puis bon, j'ai vraiment une envie, ben, j'ai envie de partir, quoi. Je me dis qu'ailleurs, ça peut être meilleur. Ouais. C'est là que le grand virage de votre vie, c'est le 12 mai 99, et là, vous partez, vous retournez en Scandinavie, mais là, avec l'objectif d'y rester et vous installer en Norvège, sans pratiquer le norvégien, sans pratiquer l'anglais. Il faut être un peu fou. Qu'est-ce qui vous emmène à ce moment-là? Alors, ben, c'est vrai qu'on n'est pas très conscient à ce moment-là, mais moi, c'était vraiment... je voulais fuir un peu, hein. Je voulais un peu fuir la France, hein. Moi, je le sentais venir, hein, ce qu'on commence à voir maintenant en France. Moi, de toute façon, je l'avais vu, je commençais à le ressentir déjà dans les années 90. Et bon, oui, je décide de partir. Bon, je pensais à mes parents qui ont émigré dans les années début 70. Je me suis dit, eux, ils sont partis, ils ont tout quitté, ils ont recommencé leur vie, etc. Moi, j'ai plus d'éducation, voilà, j'ai eu plus de facilité qu'eux dans la vie, etc. Pourquoi pas le faire comme eux? Et bien m'en a pris. Ouais. Et vous vous retrouvez dans un collège international comme enseignant? Exactement. D'abord assistant enseignant dans un collège international. Alors, c'était un collège international qui prépare des étudiants pour le baccalauréat international. Et là, c'était assez élitiste quand même. On préparait des étudiants pour Yale, Harvard, Oxford, Cambridge, toutes ces grandes universités anglo-saxonnes. Et la première année, j'étais assistant professeur de sport. Et la seconde année, je me suis retrouvé titulaire parce que le titulaire partait en année sabbatique. Donc moi, la Brel, là, en lycée professionnel, je filais des notes aux types qui allaient à Oxford et à Cambridge. Alors c'est alors que vous voyez offrir une bourse d'études européenne. Alors vous avez le choix entre une formation pour devenir plongeur sur les plateformes pétrolières de la mer du Nord ou une formation aux activités polaires dans les îles Lofoten. Alors le choix vite fait. Et on peut dire que ce choix va être important, essentiel. Il va dicter votre vie, mais ce sera dur. 6 mois difficiles et l'expérience de la solitude. Oui. Alors, d'abord, oui, il y avait l'école de plongeur. Pourquoi? Parce que pendant mon année où j'étais professeur et assistant professeur, je plongeais quasiment tous les jours. Donc, à la fin, j'étais instructeur de plongée sous-marine. Et comme j'étais en lycée professionnel, j'étais chaudronnier. Indirectement, bon, j'ai raté mon CAP chaudronnier. Notre classe a eu un taux d'échec de 100%. C'est véridique. Et donc je décide d'aller au Lofoten. Peut-être que j'étais pas doué pour la chaudronnerie. Et je décide d'aller au Lofoten. Bon, parce qu'il y avait quand même une école qui était assez intéressante. Les Lofoten, c'est des îles qui se trouvent au-dessus du cercle polaire. Voilà. Là, on est vraiment dans le Grand Nord. L'extrémité, c'est un peu l'équivalent, c'est pas l'équivalent de la Bretagne, mais c'est comme si vous preniez les Alpes et que vous les mettiez en Bretagne, si vous voulez un ordre d'idée. Et là, oui, voilà, ça ressemble à ça, ouais, c'est ça. Et quand vous montez ces montagnes et que vous skiez, vous voyez les bateaux de pêche partir, bon, ça fait un peu drôle quand même. Mais là, c'est là où j'ai fait l'expérience de la solitude. Ça s'est fait sur cette année scolaire, parce qu'il y a deux semestres sur cette année. Le premier semestre, c'était beaucoup d'escalade, etc. J'avais l'expérience de l'escalade grâce au foyer, grâce à ces éducateurs c'était les pionniers, hein. On a été les premiers à faire du snowboard, 1987, avec le foyer, hein. Voilà. C'était même pas des snowboards, d'ailleurs. Et ensuite, on faisait l'escalade quand c'était les Patrick Edlinger et tout ça, la grande époque, quoi. Et donc, quand je suis arrivé dans cette université de montagne, j'étais un peu aguerri quand même. J'avais un peu d'expérience. Et le premier semestre, c'était de l'escalade, etc. Donc, ça s'est bien passé. Je m'embêtais un peu.
il y avait dans cette université un tiers de Norvégiens, un tiers de Danois et un tiers de Suédois. Donc Faisal le français était bon. Mais là, par contre, j'étais exclu parce que j'étais français. et je me suis dit, je ne vais pas faire le deuxième semestre parce que si c'est pour m'embêter comme ça, bon. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai parlé à mon prof, il m'a dit, tu sais, Faisal, moi, si j'étais toi pour le second semestre, je resterais. C'était quelqu'un qui parlait très peu. On aurait dit Eric Tabarly un peu. Un taiseux, quoi. Ah ouais, mais je sais pas, il était vraiment avare de ses paroles. Et moi, je me suis dit, s'il me parle, déjà, c'est qu'il y a quelque chose. Et s'il me dit ça, c'est que peut-être je devrais l'écouter. Je l'ai écouté, et la seconde partie, le second semestre, c'était l'exploration polaire. Entre les deux, il y avait les vacances de Noël, les vacances de Nouvel An, et tous mes camarades de classe partaient pour les fêtes de fin d'année, en famille, etc. Moi, j'avais pas de sous, donc j'ai dit ça au recteur de l'université, et il me dit, bah, écoute Faisal, tiens, voici les clés de la bibliothèque. Ouais, amuse-toi, t'en as pour 3 semaines. Et là-haut, c'est l'hiver, c'est l'hiver polaire, c'est-à-dire que au milieu, il faisait pas jour du tout. Donc vous retrouvez des fois, moi j'étais en pleine immersion, j'ai commencé à lire des bouquins. Les premiers, ça a été sur Erling Kagge. Erling Kagge, c'est un grand explorateur norvégien, le premier à atteindre le pôle sud, qui plus tard est devenu un ami. Voilà. Il y avait sur Borgosland, il y avait les grands héros de l'ère de l'exploration polaire, les Amundsen et les Shackleton, les Nansen, les Scott, etc. Et lorsque mes camarades de classe sont revenus, moi j'étais un zombie, quoi. J'étais complètement parti, quoi. Voilà. Et lorsqu'on a fait la seconde partie, le second semestre, et qu'on faisait des expéditions, etc., c'était pas du tout abstrait, toutes les lectures que j'avais eues. Ouais. Je m'identifiais un peu, quoi. Voilà. Et normalement, on a des images là-dessus, on n'a pas que des chiens. Et on a fait les chiens, ouais. Et du coup, c'est l'heure de la confirmation. C'est là où il y a les premiers apprentissages, les premières expéditions. Ouais. Alors, ça a commencé une expédition à la journée. Hein. Ouais. Ensuite, c'était 2 jours. Ensuite, c'était 3 jours. Ensuite, c'était 1 semaine. Ensuite, c'était la traversée de la Laponie norvégienne, la traversée de la Laponie suédoise, la traversée de la Scandinavie, la traversée des Lofoten. Ensuite, à l'issue de l'année, et c'est ce qui, c'était un peu le diplôme, un peu la certification qu'on était explorateur, c'était la traversée du Spitzberg que vous avez vu un peu auparavant avec les chiens de traîneau, etc. C'était 3 semaines en complète autonomie avec ma classe. Voilà. Donc voilà, avec eux. On va y venir là-dessus. Et vous attrapez donc définitivement, comme tous vos camarades, le virus polaire. Les projets d'expédition se dessinent. Vous donnez 3 mois pour y réfléchir. Et à l'issue de cette période, vous allez vous installer à Finse. Au cœur de la Norvège, où tous les grands explorateurs dont on parlait tout à l'heure sont venus se préparer. Mais pourquoi Finse ? Alors, pourquoi Finse ? Parce que justement, comme vous l'avez dit, c'est là où tous les grands explorateurs se sont préparés. Ensuite, c'est un endroit qui est... vous pouvez avoir 2 mètres de neige qui tombent en une nuit là-bas. Vous avez des vents qui ressemblent beaucoup à ceux qu'on peut trouver en Antarctique. Toutes les personnes que j'ai connues qui se sont entraînées à Finse et qui sont allées en Antarctique, ils m'ont dit « Ah tiens, l'Antarctique, c'est comme Finse. » Voilà. Vous avez l'Hardangervidda qui est juste à côté, c'est le plus grand plateau d'Europe. Ou même Amundsen a failli mourir. Donc c'est vraiment l'endroit idéal pour se préparer pour ce type d'expédition. Ensuite, on est isolé, c'est juste une station de ski, pas une station de train. Et il n'y a pas de route pour y accéder. Il y a un niveau d'isolation qui est énorme. Vous avez vu un peu plus tôt, vous avez vu des Stormtroopers, la guerre des étoiles, parce que c'est là que ça a été tourné l'Empire contre-attaque, la scène de guerre au tout début. Voilà. Et là, du coup, la grande décision est prise. Vous montez votre première expédition. Vous visiez à ce moment-là le pôle Sud, mais vous partez pour le pôle Nord. Trop chaud peut-être, le pôle Sud ? Un peu. Il y avait un peu de ça, non ? Non, il n'y avait pas ça. C'était surtout parce que je pensais que c'était d'abord plus simple à monter. Voilà. Et j'aimerais bien avoir une copie des... Comment elle est passée ? Et donc, pardon, excuse-moi, j'ai décroché là. Ouais, pôle Nord. Ouais, pôle Nord. J'avais oublié le pôle Nord.
Et donc, j'ai monté cette expédition polaire parce qu'elle était plus simple à monter. Il y avait déjà il y a une base. Il y avait une base déjà qui se trouvait, une base russe, hein, qui se trouve près du pôle Nord. Bon, la base, c'est vraiment cette base russe, c'est soi-disant une base scientifique, mais en réalité, c'est les Russes qui veulent faire acte de présence sur la région arctique, et puis après pouvoir prétendre au territoire et tous les minerais qui se trouvent en dessous. Et j'ai monté ça un peu à l'arrache. Bon, moi j'étais préparé en termes d'exploration polaire, mais en termes de logistique, c'était vraiment à l'arrache. J'y suis vraiment allé comme un sans-abri, quoi, avec un budget vraiment très très serré. Et bon, ça a été quoi? Ça a été au moins 400 km qui ont été effectués. À l'origine, je devais en faire 220 à peu près, 2 degrés. Et j'en ai fait 400 en 17 jours. J'ai atteint le pôle sud donc en 17 jours. Oh, pardon, le pôle nord. Bientôt, voilà, faut pas perdre le nord. Ouais, mais il faut pas le perdre. Et c'est pas préparé ça. Non. Et donc j'ai atteint, oui, le pôle Nord en 17 jours. Et les difficultés, elles étaient. En réalité, il n'y a personne qui est préparé pour ce type d'expédition. On n'est jamais assez préparé. Moi, j'ai failli mourir 3 fois là-bas. Pourquoi? Parce que la glace, elle se disloque. Si vous tombez dans la glace, vous en avez pour quelques secondes à vivre. Vous commencez à rentrer en hypothermie. Vos mains sont tellement... parce que l'eau est gelée. Elle n'est pas gelée, du moins elle est à 0 et même jusqu'à -4. Hein, ça, c'est de l'eau salée. Hein. Donc ça peut descendre jusqu'à -4. Vous mettez vos mains dans l'eau à -4, bon, ça va, vous pouvez tenir quelques minutes. Mais par contre, quand à l'extérieur, il fait -30, -40, plus le vent, vos mains sont... C'est comme si c'était une anesthésie locale. Donc vous tombez dans l'eau, vous ne pouvez pas monter votre tente, et vous pouvez juste vous allonger et attendre que la mort vienne à vous, quoi. Et ça c'est arrivé 2 fois au moins. Et une fois, ça a failli quand je me suis retrouvé dans ma tente pendant mon sommeil, parce que la glace est en mouvement constant, elle dérive. Et moi, j'ai pas eu beaucoup de chance parce qu'elle a beaucoup dérivé contre moi. Donc ma progression quotidienne, c'était à peu près 20 km, hein, c'était le prévisionnel. Et pendant que je dormais, alors il faisait pas nuit, hein, quand je dis la nuit, il faisait jour constamment. Hein. Mais quand je me couchais la nuit, donc, ça dérivait 8 km en arrière. Donc il fallait que... Ça a été le maximum, hein, ça n'a pas été tous les jours, mais ça a dérivé souvent contre moi. Bon, des fois sur le côté, des fois sur... un jour, ça a dérivé dans la direction du pôle Nord. Ah, je suis resté dans la tente, je me suis dit... on va rester là et puis on va arriver tout seul. On va arriver tout seul. Mais ça, c'est ce que Fridtjof Nansen, un explorateur du début du XXe siècle, avait fait avec son bateau, le Fram. Mais il y a ces difficultés-là. Il y a le froid qui est vraiment intense. Moi, j'avais cassé du matériel. À -30, tout casse. Hein. Et une petite anecdote, vous savez à quoi j'ai pensé la première heure quand j'ai commencé à progresser? Je suis descendu de l'avion. C'était un Antonov, on le voit là. C'est les vieux Antonov de l'armée soviétique. Et la première chose à laquelle j'ai pensé pendant la première heure de progression, c'était mais qu'est-ce que je fais là, moi? Je veux dire, avec tout l'argent que j'ai rassemblé, etc., je pourrais vivre pendant 1 an à Acapulco, des nanas à manger, voilà quoi. Et à la place, je vais me geler tout seul à -40. Et là, je me suis dit peut-être qu'il y a un problème là. Voilà. Je crois que c'est le séjour au foyer qui m'a pas réussi. Et là, donc ce que j'ai fait, c'est qu'au bout d'1 heure, tout se remet en place. Et là, la progression, elle se fait vraiment. Là, on est en mode survie. Là. On n'est plus en mode. On fait un peu. Il y a un peu de jugeote, mais on est en mode survie. On a le but à atteindre. Et voilà, on essaye de. On se bat pas contre la nature. Hein, on épouse ses formes. Voilà, on courbe un peu les chines, mais voilà, on la combat pas. Bon, c'est une bonne école. Hein. Après, bon. Et donc, vous atteignez le pôle Nord, le pôle géographique, le 15 avril 2013. Ça fait quoi en termes de temps de préparation? On verra tout à l'heure. De temps à l'imaginer, joindre ce fameux pôle. On ressent quoi lorsqu'on est au bout du monde? Déjà, on se sent au-dessus du monde. Voilà, on est au-dessus, là. Le monde est à mes pieds, quoi. C'est littéralement. Et c'est surtout la fierté. On va un peu à rebours. On se rappelle des raisons pour lesquelles on a fait ça. Bien sûr, ces expéditions, il y a un peu un manque de reconnaissance. C'est la reconnaissance. On cherche un peu la reconnaissance, il y a ça. Mais on passe au-dessus après. Hein. Ça disparaît. Hein.
La reconnaissance, ça ne résiste pas à des températures moins 40. Hein. Mais il y a aussi, bon, il y a l'envie de se prouver à soi-même, et puis il y a la fierté. Moi, quand je repensais, j'étais au pôle Nord, je repensais à voilà, Faisal, le jeune dans le quartier, Faisal, le jeune dans le foyer, etc., etc. Bon, c'est un contraste qui est assez important quand même. Mais moi déjà, je commençais à me dire, voilà, je commençais à faire bouger mes notions du possible, quoi. Je commençais à me dire, ben, voilà, c'est pas parce qu'on le voit pas qu'on peut pas le faire, quoi. Voilà. Alors vous souhaitez essayer de tenter une première, c'était réaliser en fait une progression vers les 2 pôles dans la même année, et vous mettez enfin les pieds en Antarctique, hein, votre rêve au départ, donc le pôle Nord, l'Antarctique, et vous y mettez pour la première fois les pieds, vous commencez à progresser, et c'est là qu'il y a l'accident. Alors oui, je passe par le Qatar, ensuite l'Afrique du Sud, pour aller en Antarctique. Et là aussi encore, c'est une base russe qui s'appelle la base Novo-Lazarevskaya. On l'appelle juste la base Novo. Et ouais, c'est plus simple. Et là, je commence à progresser. Alors déjà, il s'est passé quelque chose de spécial. Déjà, on a été retardé pour le décollage de Cape Town en Afrique du Sud. Il y avait une grosse tempête en Antarctique. Les tempêtes en Antarctique, vous savez, on parle des 40e rugissants, ou voilà, les 50e hurlants, etc. Là, on est à 70. Là, il n'y a plus de mots. Là. Et c'est les 70 sanguinaires, on va les appeler comme ça. Et donc, il y a eu une tempête de 3 semaines. Le météorologue de la base, non mais ils sont bons, hein, il trouve une fenêtre de 3 heures pour faire atterrir l'avion, débarquer les équipements et redécoller pour Cape Town. Alors qu'ici, on n'arrive même pas à savoir quel temps il va faire demain. Voilà. 3 heures, une fenêtre de 3 heures comme ça. Donc je m'immisce dans ces 3 heures, dans cette fenêtre de 3 heures, et je commence ma progression. La progression, ça va ressembler, si on peut un peu aller en avant dans les photos. Voilà, ça c'est Qatar. Encore un peu, parce qu'on va voir à quoi ça ressemble les premiers jours. Ça c'est Cape Town. Alors c'est Noël, là-bas. Il fait 30-40 degrés. Hein. Quand on part de Cape Town, ça c'est l'Ilyushin 76. Quand on atterrit, il fait moins 30. Le système thermorégulateur, il bosse à plein régime. Ça déjà, ça pompe de l'énergie. Donc on débarque les équipements de l'avion, et tout de suite après, on continue. Là déjà, on se prend la tempête. Encore une photo plus tard, voilà, c'est ça. 180 kg d'équipement à tirer. On fait du 500 mètres à l'heure. On compte les pas. On n'est pas en train. Moi, je comptais les pas. Donc, au début, tirer. J'avais même plus les skis parce que les skis, il n'y avait plus d'accroche. Donc, j'ai mis les crampons et c'était de la neige assez épaisse. Il neige pas. Pardon ? La neige compacte. Ouais. Et il neige pas en Antarctique. Hein. Il neige sur les côtes, mais à l'intérieur, il n'y a pas de neige. C'est de la glace. Il n'y a pas de précipitation. L'Antarctique, c'est l'endroit le plus sec au monde. C'est plus sec que le désert du Sahara. Mais je m'enfonçais 500 mètres à l'heure. Bon, je me disais, bon, peut-être que j'ai vu un peu gros avec l'Antarctique. Et puis, bon, je comptais les pas, 1, 2, 3. Et après, je faisais plus, 1, 2, 3, 4, etc. Et après, je faisais des séries de 30. Voilà. Donc, la progression a été très lente. Et j'ai atteint le plateau, c'est-à-dire 400 km. J'ai fait 400 km en un mois. Donc, c'était très lent. Ça, c'est la deuxième. Donc, j'arrive sur le plateau antarctique. Bon, on est un peu frustré par la progression. Et peut-être qu'un jour où j'aurais pas dû sortir de ma tente et y rester, j'y suis sorti. Et là, j'ai été embarqué par les voiles. Un vent qui passait de 0 à plus de 150 km/h toutes les 10 minutes. J'ai été embarqué par la voile. J'ai décollé en l'air 3-4 mètres. À l'atterrissage, je me suis cassé le genou. Dislocation du ménisque, les tendons, tout... Bon, j'étais assez loin. Là, déjà, là, c'est quand je suis rentré dans la tente. Et la photo d'après, c'était ma tête ce jour-là. Voilà. Là, j'avais vu la mort. Hein. Là, la mort, elle était là, ce jour-là. Et je me suis dit, bon, on va se calmer. Je me suis dit, bon, il faut remonter à cheval hein, le lendemain. Mais au bout de quelques jours, je sentais comme des aiguilles qu'on plantait. Le visage que vous avez vu avant, on va ralentir un peu. Le visage que vous voyez là, c'est quand je suis revenu en Europe.
Voilà, ça c'est le visage de la défaite. Ça c'est quand on a échoué. Parce que là on n'est pas dans dans l'esquive. On est dans la réalité. Quand on réussit, on fait face, et quand on échoue, il faut faire face. Parce que là, après, il faut se reconstruire. Donc, moi, ce que j'ai fait tout de suite après, à Valence, dans la Drôme, on a le meilleur spécialiste des blessures du sport du genou. On a bossé pendant 1 an comme des malades, voilà, avec cette machine qui est faite à Valence aussi, hein, on peut le dire. Valence, c'est quand même très bien. Et tout de suite après, quand je sentais que ça commençait à aller un peu mieux, je suis retourné à Fins. Parce que c'est là-bas qu'est la source. Hein. Donc je suis retourné à Fins pour voir si le genou se remettrait d'aplomb. Il était solide. Et ce que j'ai fait, c'est la même année, j'ai retenté l'Antarctique. Voilà. Effectivement, c'était partie remise. Vous repartez. L'expédition incroyable. Alors vous atteignez, pour le coup, l'idée c'était d'atteindre le pôle Sud, ce que vous ferez le 13 janvier 2015. C'est Mark Twain qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Alors, vous saviez que ce serait dur ? Je savais que ça allait être dur, mais aussi dur que ça, non. Et surtout, moi, j'étais étonné, c'est que je ne savais pas que moi, en tant que personne, déjà, j'avais autant de ressources, mais aussi que nous, en tant qu'être humain, on a cette force à l'intérieur, on a la force de survivre qui est presque automatique. Hein. Je pense qu'on vit trop dans la zone de confort. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé vraiment à prendre la confiance en moi. J'ai commencé la progression, donc ça a été rebelote au même endroit, etc. Mais là, par contre, j'ai utilisé l'expérience de l'échec. Hein, donc, j'étais plus fort. Hein. Même si j'avais échoué avant, cet échec m'avait rendu plus fort. Hein. Et là, j'ai commencé à progresser. Je suis repassé exactement au même endroit où j'ai eu l'accident. L'endroit n'avait pas changé, c'était exactement le même. Et bon, j'ai regardé quand je l'ai passé quand même cet endroit, il y a eu une petite barrière psychologique là. Il y avait un petit bon. Et là, quand j'ai commencé à le passer, j'ai fait déjà j'ai fait mieux que l'an dernier. C'est bien. Et la progression, elle s'est faite lentement aussi, mais j'étais plus patient, j'étais plus apaisé, j'étais plus sage. Voilà. Il n'y a pas eu de grosses difficultés majeures, du moins comme j'ai eu l'année d'avant. Après, c'était des températures, c'était du moins 50. Bon, moi ça me paraît normal maintenant, mais c'est vrai que quand on n'a pas trop l'habitude, mais j'étais bien préparé parce que c'est la préparation le plus important. Ouais, effectivement, vous avez tendance à dire et à répéter sur les différents plateaux et dans la presse, vous répétez quand même que c'est 10 ans de préparation finalement pour 2 ans d'expédition, c'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est le sacrifice. D'abord, il faut être prêt à faire ce sacrifice. Ensuite, c'est vrai que quand on a un échec, quand on échoue, pardon, c'est vrai qu'on n'entend pas trop parler de vous, quoi. Quand j'ai fait le pôle Nord, j'ai fait le 20 heures avec Chazal, voilà, quoi. Quand j'ai échoué. On parle moins de vous. Il n'y a plus d'amis là. Hein. Ah ouais. Avant, et les politiques, c'est les pires. Les politiques. C'est. Il y avait du monde à ce moment-là. Faisal, mon ami. Et puis après, il y a eu ça. Après, mais c'est bien. Moi, il n'y a aucun grand explorateur, ou même dans d'autres disciplines. Même on parlait de Tabarly. J'avais vu une interview de sa fille il n'y a pas longtemps. Ils lui ont demandé, vous pensez qu'il était fort à quoi, votre père ? Et elle a dit, à échouer les bateaux. Voilà. Et je crois qu'il faut échouer. On ne peut pas exceller sans se planter. Hein. Ça n'existe pas, ça. Donc, pour ces expéditions, parce que pour me recentrer, excuse-moi. Oui, pour se recentrer alors. Pour se recentrer alors. Hein. On se ressent bien. Hein. On disait effectivement par rapport à l'aventure, c'est toute la préparation qui est difficile. Voilà. Mais derrière aussi, surtout, ce qu'on disait, c'était effectivement, il faut beaucoup de temps, il faut de l'abnégation, il faut la motivation, il faut aller au bout du projet. C'est la ça détermination. Qui est difficile, en réalité, le mot maître, c'est la détermination. C'est pas on est motivé, c'est pas je me lève ce matin, je suis motivé pour la journée. Non, là il y a un but à atteindre, on va l'atteindre. Il n'y a pas peut-être, on ne sait jamais, etc. On y va et on lâche rien. Voilà. Et on est un peu psychopathe. Hein. C'est dur de se réadapter à la vie normale avec les civils après. Hein. Moi, ça m'a pris 1 an pour me remettre
hein, dans le bain normal. Mais bon, la solitude, on est obligé d'être un peu... Je veux dire, on est près de la pathologie. De toute façon, j'étais en foyer, alors la pathologie... Ça, je vais le ressortir. Hein. Tu vas voir, ça va être récurrent. Hein. Mais non, mais être près de la folie et puis en ressortir, ça, je l'avais déjà fait. Mais là, par contre, j'avais pris conscience avec ces expéditions de choses vraiment très importantes sur la vie. Mais vous les saurez seulement si vous achetez mon livre, que vous pouvez. Non, on est en train de le pousser pour qu'il écrive un livre parce qu'il n'a pas encore écrit. Il n'y a pas de livre. Mais alors, ce qui est assez marrant quand on parle, quand on vous entend... Alors, tiens, regarde. Il faut lui garder tout ça quand même. Alors, chose étonnante aussi quand on échange avec vous, c'est que c'est comme si il n'y avait pas de Graal dans le but à atteindre. Alors c'est assez difficile à comprendre parce que quand on discute avec vous, vous n'aimez pas qu'on dise, qu'on parle de rêve. Voilà, il y a un rêve. Ouais, parce que c'est quand on se prend pendant 3 semaines un vent de 200 km dans la gueule, le rêve. Il tombe vite. Ah, il tombe vite. C'est un cauchemar même. Non, mais bon, il y a beaucoup de travailleurs sociaux ici, donc tout le monde sait ici qu'on vit dans la réalité, quoi. On n'est pas dans le Walt Disney. Déjà, bon, j'avais l'habitude de ça. Après, bon, c'est vrai que je me suis retrouvé à la rue quand j'avais 18 ans, donc. Et ensuite, comme la réalité, elle est là depuis longtemps, eh ben, je me suis dit bon. On prend ça dans la gueule et puis avec patience. Alors, ce qui est vraiment intéressant avec les expéditions, c'est pas vraiment le rêve, machin, etc., mais c'est surtout l'aventure intérieure. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Vraiment, le plus grand voyage de ces expéditions, c'est pas se déplacer géographiquement, mais c'est aller de l'autre côté de soi-même. D'avoir vraiment poussé les limites. Moi, j'ai conscience de choses que nous, on peut faire. Voilà, il faut vraiment, il faut l'avoir fait, faut avoir fait des expés ou alors naviguer. Mais moi, je suis conscient de tout ça. Mais c'est surtout l'aventure intérieure. En fait, vous êtes quelqu'un qui vous êtes vraiment toujours un petit peu cherché, quoi. Bah oui, mais je suis toujours un étudiant de la vie. Je suis toujours, je suis toujours dans cette quête et je pense qu'elle s'arrêtera jusqu'au dernier souffle, quoi. On est bon. Après, on peut pas se lever tous les matins en se disant qu'on va mourir un jour, quand même. Mais bon, on est, je veux dire. Voilà, c'est pas non plus que je me remette en question constamment, mais j'ai cette facilité. Voilà, je suis en Norvège, j'habite en Norvège, je viens ici en France, je suis quelqu'un d'autre, je vais, voilà, la semaine prochaine je suis ailleurs et je suis quelqu'un d'autre, quoi. Voilà. Et dans cette recherche de l'homme, dans nos partages, dans cette préparation, on voyait qu'il y avait, pour le coup, un voyage intérieur. Vous le disiez à l'instant, c'est aussi découvrir en fait quelque part l'attachement à vos propres racines, un retour un petit peu en arrière. Et c'est en Norvège, finalement, que vous découvrez le sentiment d'appartenance, alors qu'on vous l'a presque toujours refusé en France. Alors, on le disait tout à l'heure, vous êtes là-bas le français, on vous appelle d'ailleurs souvent le français. Et est-ce pour vous une belle revanche? Ouais, ça en est une, ouais. Ah ouais, c'est la vie un peu... Ouais, c'est une revanche, là où on m'appelle Franskman. Et Faisal Den Franskman. Et oui, c'est devenu une source de fierté. Là, il faut savoir qu'en haut en Norvège, vous savez, ils sont très fiers de leur drapeau. Hein, eux, là-bas, c'est pas du nationalisme d'avoir le drapeau. La fête nationale, c'est tout le monde, c'est le peuple qui défile l'équivalent des Champs-Élysées à Oslo avec le drapeau. Alors moi, j'ai développé ça de la même manière qu'ils l'ont fait, quoi. Alors quand on montait en montagne, en école de montagne, eh ben, ils avaient leur drapeau norvégien. Et les Suédois qui faisaient pareil, les Danois qui faisaient pareil. Alors moi, je suis venu en France, j'ai piqué à une préfecture un drapeau. Ah bah oui, parce que avant c'était difficile de trouver des drapeaux français. Il n'y avait que dans les préfectures. Et puis mince, on paye nos impôts, mince. Et donc j'ai développé ça un peu à outrance. Et il y a aussi une autre chose qui est, j'ai pas développé que le patriotisme, j'ai développé mon ego aussi. Hein. Ces expéditions, je suis le Français qui a fait l'expédition en solitaire et sans support la plus longue jamais effectuée. J'ai fait mieux que Jean-Louis Etienne, j'ai fait mieux que le groupement militaire de haute montagne. Mais quand même. Et aussi, je suis, parce que mes parents m'ont enregistré au consulat algérien quand j'étais petit, je suis aussi de nationalité algérienne. Donc je suis le premier Africain aussi à le faire.
dans vos expéditions, vous plantez le drapeau français. Alors le drapeau de ce pays, on le disait tout à l'heure, ça n'a pas toujours été simple. Ben, non, ça n'a pas toujours été simple, mais par contre, bon, moi, c'est vrai que quand je peux dire, hein, comme ça, même des fois, quand je suis en conférence, en prison ou dans les quartiers, ils tiquent un peu quand je dis ça, mais bon, moi, j'aime mon pays, quoi. J'aime mon pays, j'aime mes origines aussi. J'ai appris à être très fier de moi, voilà, très fier de moi. Ce dont les gens voulaient que je sois un peu, me sente coupable ou honteux ou quoi que ce soit, ben moi, je l'ai pris à bras le corps. Ouais, je suis français, alors c'est la bagarre. Et, et là-haut, bon, ben, c'est apprécié, quoi. C'est très apprécié. Mais c'est vraiment en Norvège que j'ai développé ça. Et même encore maintenant, hein, même après, je me suis expatrié en 99, même encore maintenant, je resterai toujours Faisal le français en Norvège. Mmh. Alors, au travers de vos propos, on pourrait presque percevoir comme une contradiction entre cette quête des grands espaces, de l'aventure, et cette nécessité de l'autre, de l'altérité. Vous avez besoin de vous éloigner du monde, mais vous avez aussi besoin de revenir. Oui, c'est vrai. C'est étonnant. Bah, ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Moi, j'ai voulu m'isoler, et dans cette isolation, après, j'ai trouvé l'envie de... Ça doit être le froid et l'isolation, l'isolement. L'isolement, non, Ouais. c'est l'anglais. Ouais. Ah oui, c'est l'anglais. Ouais, parce que je communique en anglais et en norvégien, donc à la fin, je sais plus que Là, on ce va que pas je dis. suivre alors en français. Ouais. The chalet is warm. Non, ce qu'il y a, c'est que c'est... Excuse-moi, tu m'as dit... C'est toi, hein. Oui, ce que j'ai découvert en réalité, c'est que dans cette isolation, en réalité, on n'est pas fait pour vivre seul. On n'est vraiment pas fait pour vivre seul. L'humain, et même de toute façon, vous voyez ça aussi avec les animaux. Mais moi, j'ai découvert ça surtout. Rien à voir avec le loup. Hein. Ouais, rien à voir. Mais j'ai découvert ça. Ça a été très important pendant la dernière expédition en Antarctique. Voilà. Moi, il y avait des choses qui me manquaient, c'était les gens, etc., autour de moi, d'interagir avec les gens. Moi, avant, je voulais m'isoler. Pour moi, la société, tout ça, les gens, le malheur, voilà, le malheur, comment on dit, le cauchemar, c'est les autres, non? Oui, c'est un peu ça, l'enfer. L'enfer, c'est les autres. Sartre disait l'enfer, c'est les autres. Ben, oui. c'était ça, voilà. Ben, l'enfer, pour moi, voilà, c'est... Ben oui, l'enfer, c'est les autres, et donc on veut vraiment s'isoler, mais c'est plus par prévention. Et il n'y a qu'en Antarctique, au contact des pingouins, que j'ai commencé ben mes semblables me manquaient quand même. Hein, rien que de sentir, non mais sentir les gens autour de soi, mais pas seulement des proches, mais je veux dire vous asseoir sur un banc dans la rue, voir les gens bouger, faire leurs petits trucs dans leur petite vie, etc., etc. Voilà, on n'apprécie pas vous savez. Et ces petites choses, hein, le temps déjà, il n'a pas la même vitesse. Et bon, moi, moi, je suis plus en paix avec la société où je vis que je l'étais auparavant. Ouais, ça vous a réconcilié avec les hommes? Avec les hommes et les femmes. Et les femmes. Et les femmes. Alors, pendant ces journées, nous avons pu voir que pour s'inscrire dans une dynamique de changement, on ne rentre pas dans un cadre qu'on nous assigne. La personne doit être écoutée, entendue, comprise. Et il me semble percevoir chez vous que ce chemin que d'autres font avec l'aide de proches, de professionnels, vous l'avez fait tout seul. Ce serait possible, selon vous, d'être dans cette démarche seul? Oui, c'est possible. Bon, il faut vraiment prendre les choses à bras-le-corps, déjà. Il faut faire face. Déjà, ça commence par ça. Il faut accepter la réalité, il faut vivre dans la réalité. Et ensuite, si je devais retenir une chose qui est importante, c'est l'échange avec les autres. Comme j'en ai parlé auparavant avec mes éducateurs, voilà. S'ils n'avaient pas été là, moi, ça c'est sûr à 100%. Je suis toujours en contact avec ces éducateurs, hein, je les revois de temps en temps. S'il n'y avait pas cet enseignant à l'université de montagne, au Lofoten, ça n'aurait pas été possible. C'est des petites choses. Hein. Et des fois, le message, voilà, on ne percute pas tout de suite. Hein. Bon, ça, vous l'avez vu, ça, plusieurs fois. Hein. Je suis sûr que vous avez eu plein de jeunes qui sont venus 5 ans plus tard. Ah ouais, tu as eu raison de me mettre un coup de pied au cul, quoi. Là, c'était un peu ça, quoi. Il y avait vraiment cet échange, et je parle pas de... Il a été vraiment primordial. Ouais. Ouais, c'est un peu une découverte de soi à travers de l'autre, quoi. Exactement, c'est ça. C'est grâce à l'autre. Grâce à l'autre. L'autre est comment ça s'appelle? C'est un tremplin, c'est un catalyseur, voilà. Et bon, quand c'est quelqu'un spécialisé comme un éducateur, comme j'ai eu, c'est des gens qui étaient vraiment, ils étaient engagés.
Là, c'est un plus dans la vie. Hein. Tous les gens qui les ont rencontrés, qui ont été avec eux, ils ont eu leur vie changée, en positif. Et aujourd'hui, si vous deviez réécrire l'histoire, votre histoire, qu'est-ce que vous auriez aimé que l'on fasse autrement pour vous dans cette jeunesse? Qu'auriez-vous attendu de notre société, de la communauté des humains? C'est difficile parce que, bon, déjà, la société n'est pas parfaite. Et puis, il y a toutes ces choses négatives hein, qui me sont arrivées auparavant. Si elles n'avaient pas existé, je ne serais pas l'homme que je suis maintenant. Donc, c'est un peu difficile. Mais par contre, il y a quand même quelque chose que, bon, je trouve qui sont ressortis. Moi, c'est la méchanceté gratuite. Voilà. Hein, les gens qui veulent faire du sabotage, des choses comme ça, j'en ai vu, hein, et même à tous les niveaux, hein, je ne parle pas que des politiques, mais à tous les niveaux, et c'est gratuit, quoi. C'est gratuit, vraiment, c'est pas difficile d'aider quelqu'un, même en ne faisant rien, des fois on l'aide. Voilà. Voilà, faites rien, mais essayez pas. Mais il y en a qui sabotent, mais il y en a qui dépendent, voilà, qui utilisent leur énergie pour faire du sabotage, voilà. Et bon, je ne sais pas comment ils font. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, ça a été très difficile pour trouver des sponsors. Ça a été, mais vous n'avez pas aidé. En réalité, la préparation, tout ça, le plus gros, c'était les sponsors. Mais quand j'ai, par exemple, Millet, la marque Millet. Pas de marque. Ah, pardon. Millet. Quand je vais les démarcher, qui me font me déplacer de Oslo jusqu'à Chamonix, machin, etc., et à la fin, qui me disent « Oui, mais non, on ne va pas te sponsoriser parce qu'on ne veut pas vendre des doudounes au quartier, dans les quartiers. » Le type, bon, voilà. Ça, c'était pas nécessaire. C'est pas nécessaire, voilà. Bon, la personne, je l'ai revue plus tard quand j'avais terminé mes expéditions, un grand salon à Munich. Je lui ai demandé « Tu te rappelles de moi ?» Oui, ben, j'ai réussi, hein, donc ça va. Alors, enfant, vous étiez loin d'imaginer... Oui, je vous en prie. Enfant, vous étiez loin d'imaginer que vous serez invité un jour aux quatre coins de la planète pour les galas d'appel de fonds, des remises de prix, des causeries d'explorateurs. Là, vous allez bientôt à New York, d'ailleurs. Est-ce la banquise qui vous a fait garder les pieds sur terre, magiquement? Oui, ça a aidé, du moins. L'expérience, toute cette expérience que j'ai cumulée avec les années, oui. Parce que, bon, quand on connaît un peu hein, voilà, on connaît la rue, etc. On est, comment dire, on est un peu plus réaliste. Et bon, c'est vrai, moi je suis invité à New York par l'Explorer Club. J'ai été invité à être membre de l'Explorer Club. L'Explorer Club, c'est le plus ancien club d'explorateurs au monde. Vous avez bien sûr, vous avez tous ces explorateurs dont j'ai parlé auparavant du début du XXe siècle qui ont été membres. Vous avez même actuellement, la semaine prochaine, je vais dîner avec Buzz Aldrin, un des premiers qui a mis les pieds sur la Lune. James Cameron, des choses comme ça. Moi, je suis du quartier de Font-Barlette à Valence. Hein. Donc, voilà. Alors, garder les pieds sur terre, pour moi, c'est un peu plus facile parce que j'étais à Valence la semaine dernière. Je suis toujours dans mon quartier et je le vois avec plaisir. Mon quartier, c'est mon quartier, c'est mon village, quoi. Même je le trouve beau, même les tours en béton, etc. Je les trouve belles. Et puis il y a la transmission. Et il y a surtout ça. Moi, en réalité, c'est devenu un sens supplémentaire aux expéditions, parce que la transmission, elle a commencé pendant les expéditions. Je travaille avec les jeunes, je travaille dans les lycées professionnels, prison pour mineurs, à mes yeux, par exemple. Bon, pas que les jeunes, mais il y a aussi les adultes, les sans-abri, etc. Bon. C'est pas pour faire la morale, pour dire moi je, mais dans mes histoires, parce qu'il y en a plusieurs, il y a une petite histoire à prendre pour chacun. Il y en a pour tout le monde. Voilà. Il y en a certains, ils peuvent utiliser mes histoires ou mon passé pour, voilà, l'autre il veut être mathématicien, l'autre il veut être astronaute, l'autre il veut être pompier, etc., etc. Mais le message le plus important que j'essaie de faire passer avec mes expéditions, c'est la notion du possible. On peut pas. Un étudiant en médecine, le premier jour, il va faire ses études de médecine, il s'est projeté dans 6, 7, 8 ans, il sera médecin. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et ben moi, c'est pour expliquer, bon, de manière un peu plus extrême, oui, on peut être. C'est pas un frein d'être du quartier, c'est pas un frein d'être. Bon, même si les gens ils veulent vous faire croire ça, etc. On fait abstraction, tout ça. Vous savez, les gens, ils vous donnent pas à manger, hein, si vous avez faim. Hein. Moi, j'ai appris, il faut aller chercher soi-même, hein, la nourriture. Faites abstraction de ça. Et puis, voilà,
vous essayez de voir les choses de manière pas trop positive non plus, mais réaliste. Et puis vous dire, ben voilà, on vit qu'une fois aussi. Hein, on ne sait pas ce qu'il y a après. Hein. Si, on sait. Il y en a qui savent. Il y en a qui ont été. Ce qui est fort, c'est effectivement ça. Vous disiez tout à l'heure, la transmission, c'est quelque chose d'essentiel. Et puis voilà, toutes les personnes que vous rencontrez, les jeunes, des personnes incarcérées, on l'a évoqué assez longuement. Et attention, parce que c'est pas moi qui leur apporte aussi, c'est eux qui m'apportent. Hein. Ouais. Ah ouais. Ouais, une transmission et un passage, quoi. Il y a une rencontre, encore une rencontre entre humains. Exactement. C'est l'heure de conclure. Pour conclure Faisal, je voudrais reprendre des mots que vous avez employés au cours de notre préparation. J'aime bien cette phrase, moi je voulais la ressortir comme ça, simplement. J'ai laissé un morceau de moi-même en Arctique et en Antarctique, mais j'ai aujourd'hui à l'intérieur de moi un morceau de ces deux terres blanches. C'est fort, mais on sent à la fois comme une perte et comme une nostalgie. Je me trompe ? Oui, il y a de ça. Ouais. Il y a beaucoup. C'est des fois quand je suis à Oslo, je prends le métro, voilà, je vais travailler, et puis les pensées s'évadent un peu. Je retourne en arrière, des fois je me dis, est-ce que ça s'est vraiment passé, quoi. Ouais. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que, par exemple, quand attends, ça, tu vois, là, il y a un moment d'émotion là. Il y a un coup d'émotion. Ouais. Non, mais ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que j'ai laissé un morceau de moi-même là-bas, et j'ai pris un morceau d'Antarctique, de l'Arctique avec moi. Et moi, des fois, c'est vrai quand je réfléchis, et des fois je me dis, mais je suis toujours là-bas, quoi. Je peux partir. Et des fois, je me dis, peut-être un jour, je vais mourir là-bas, quoi. J'aimerais mourir là-bas, quoi. Moi, si je devais partir, quitter ce monde, moi, je ne me vois pas partir comme voilà, dans mon lit. Moi, c'est Eric Tabarly que j'admire beaucoup. Moi, quand j'ai vu, quand il est parti en bateau comme ça, je me demande s'il aurait voulu partir autrement. On reste là-dessus ? On reste là-dessus. Standing ovation.